et avec une table devant pour poser nos affaires. C'est juste ça la question. Ça, c'est la seule mode. C'est comme vous voulez. Si vous voulez gérer les slides, vous laissez en place ici. Non, mais Ça va. Tu peux faire la côté de moi. merci. Je regarde même pas. Oui. Je vous laisse gérer les affaires. Faites en vidéo. Alors, du coup, il faut vraiment qu'on... Est-ce que vous nous entendez à distance, sachant que il faudrait quand même mettre le son 2 secondes? Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Merci. Maintenant, Les micros sont là. oui, c'est les mots d'ambiance de la salle. Donc, bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, on a fait le choix d'avoir une université interne sur un sujet un peu différent de ceux qui nous réunissent habituellement. Souvent des sujets techniques liés à nos différents métiers. Là, on a décidé, notamment suite à des échanges que nous avons pu avoir en comité social d'administration, de vous présenter donc un service un peu particulier que vous propose l'agence, qui a un peu un lien entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. On est tous souvent au travail et de temps en temps, il faut aussi avoir des clés pour résoudre des problèmes professionnels et des problèmes personnels. Et c'est pour ça que l'agence a fait appel à des professionnels de l'assistance sociale, donc l'association interprofessionnelle de services sociaux interentreprises, et que nous avons Madame Annabelle Hermsdorf qui va présenter justement ce service qui est destiné à chacun et chacune des agents de l'agence. Donc l'idée, c'est que bien évidemment, il y a des questions qu'on se pose dans le cadre professionnel et dont on connaît bien éventuellement les interlocuteurs qui pourront répondre. Et puis à un moment donné, on se retrouve, y compris sur des sujets un peu professionnels, sur des choses un peu moins faciles à saisir, y compris d'ailleurs, souvent les gens sont surpris parce que la retraite, c'est professionnel, oui, mais ça se prépare de manière plutôt individuelle. Et puis, il y a plein de sujets. On est des enfants ou des parents à accompagner, qu'on soit dans des situations individuelles de transition ou en recherche de solutions, que ce soit pour ses finances ou son logement, enfin tout un tas de sujets sur lesquels on a besoin parfois d'avoir des portes, d'avoir des orientations qui nous sont données par une personne compétente. Alors, pas compétente parce qu'elle a toutes les réponses et qu'elle connaît par cœur tous les sujets, mais parce que c'est son métier d'essayer de percevoir l'ensemble de ces dimensions et surtout parce qu'elle s'adosse aussi, comme je vous disais, à une association, à un réseau d'autres professionnels qui permettent de répondre le mieux possible à tous ces éléments. Donc l'objet de cette université interne, c'est de mieux vous faire comprendre quel est ce service, qu'est-ce que vous pouvez en attendre et surtout vous inciter à franchir le pas si vous avez des questions qui vous semblent mériter des réponses que vous n'arrivez pas à trouver sur des sujets qui sont un peu complexes. Et je souligne que ce service, c'est bien évidemment pour des soucis qui vous sont propres, mais au sens large, c'est-à-dire ça peut être des soucis de vos proches, de vos enfants, de vos conjoints, de vos parents, et que vous essayez de résoudre parce qu'ils ont une implication forcément aussi sur votre propre vie. Donc j'en dirai pas plus, j'espère que avec l'ensemble de ceux qui œuvrent pour ce service, ça vous permettra de mieux y recourir dans la suite de ces prochains mois.
Merci. Je passe donc, sans vous attendre, la parole. Merci beaucoup. Alors, du coup, je vais me présenter. Donc, je suis Annabelle Hermsdorf, je suis assistante sociale depuis une bonne vingtaine d'années. Et donc, moi, j'interviens auprès de l'agence à hauteur de 3 lundis par mois. Donc, le planning, en général, est disponible sur Londres et vous savez à quel moment je suis présente. Donc, moi, j'appartiens donc comme... Ah non, hop. Non, plus. J'essaye de faire passer le slide, mais ça ne veut pas. Voilà, c'est bon. Donc moi j'appartiens donc à une association qui s'appelle l'Association interprofessionnelle de services sociaux en interentreprise et donc l'agence a passé une convention avec l'association pour que je puisse intervenir au sein de l'agence, comme je dis, 3 lundis par mois. Donc les permanences, très majoritairement c'est en présentiel le lundi. Très généralement j'envoie un mail en fait le matin quand j'arrive en expliquant que je suis présente. Sachant que le service est accessible à l'ensemble des agents de la NFR, à la fois Maison Alfort, mais aussi la province. Donc, pour ceux qui sont plutôt sur la province, je peux très bien faire des rendez-vous en visio, par téléphone, enfin vraiment, c'est accessible à tout le monde. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec moi. L'idée, c'est vraiment, dans la prise de rendez-vous, en tout cas, essayer de m'adapter aux contraintes professionnelles et personnelles de chacun pour essayer vraiment d'être disponible pour l'ensemble. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à me contacter. Alors, hop. Donc, une assistante sociale, c'est bien, mais c'est quoi? Parce que tout le monde a plein d'idées en tête sur à quoi on sert, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, l'idée, c'est un peu de vous expliquer quelle est mon activité, quelle est ma profession, pour essayer un peu de dédramatiser, entre guillemets, le côté assistante sociale. Donc, les assistantes sociales, on est toutes diplômées d'État. On a des diplômes pour ça, on est formés. On travaille vraiment en lien avec pour le coup, les agents, avec l'accord des agents, vraiment dans le respect, dans la confidentialité. Ça, c'est un élément qui est très important à souligner. C'est qu'en tant que travailleur social, je suis soumise au respect du secret professionnel. Donc, tout ce qui va être dit pendant un rendez-vous restera dans mon oreille et au sein à l'espace où on est. Il n'y a aucune information qui est transmise sur les agents qui viennent me rencontrer, sur pourquoi un agent a besoin de me voir. C'est vraiment confidentiel. Il n'y a aucun élément nominatif qui est transmis ni au service RH, ni au manager, ni aux élus. C'est vraiment confidentiel. Donc, chacun est libre de pouvoir venir discuter avec moi, me faire part de sa situation en toute liberté et vraiment dans le respect et sans aucun souci. Donc vraiment, il faut voir le service social comme vraiment un lieu d'échange, un lieu d'écoute, vraiment dans le respect, dans la neutralité, dans la neutralité aussi des opinions. Il faut vraiment voir le service comme un lieu ressource pour vous quand vous avez soit une situation professionnelle, soit une situation personnelle un peu difficile, un peu problématique. Rencontrer à un moment donné, on a tous des périodes où il y a des petits flottements, on se pose des questions, bah tiens, j'ai mon parent qui commence à être malade, tiens, j'ai mon enfant, il est en situation de handicap, ou j'ai un souci de logement. Vraiment d'avoir le réflexe de vous dire, bon bah tiens, il y a l'assistante sociale, ça vaut peut-être le coup que je passe la voir. Ça peut être 5-10 minutes le temps d'échanger, mais au moins que vous puissiez trouver un lieu d'écoute où vous pouvez un peu verbaliser ce qui se passe, que vous ayez un lieu de confiance qui puisse au moins répondre à votre besoin d'écoute. Et puis, des fois, moi, je peux essayer de vous aider à trouver les clés, à vous orienter vers les bons dispositifs, les bons partenaires, ou même vous expliquer comment ça se passe. Des fois, on reçoit un document, on se dit, mais qu'est-ce que les impôts, par exemple, qui vous envoient un truc, vous savez pas ce que c'est. Bon, bah, moi, je peux essayer de le lire, de vous expliquer, de prendre du recul, vous aider à comprendre, faire le lien avec le service des impôts s'il y a besoin. Mais vraiment, faut me visualiser un peu comme, entre guillemets, un couteau suisse qui peut essayer de vous aider à comprendre un peu tous les mécanismes de l'administration, comment ça fonctionne, sur le logement, enfin plein de sujets. Mais j'interviens aussi sur tout ce qui est relations professionnelles et tout ce qui est lié à l'activité professionnelle, tout en prenant évidemment les contraintes de l'agence d'un point de vue professionnel. Mais en tout cas, par exemple, ça va être tout ce qui va être départ en retraite, tout ce qui va être lié à la santé au travail. Si à un moment donné, vous êtes par exemple en arrêt maladie, et puis vous envisagez une reprise de poste, de pouvoir vous accompagner dans la reprise de poste, voir si éventuellement il y a besoin d'aménagement technique, d'aménagement horaire, de faire le lien avec la médecine du travail quand c'est nécessaire, essayer de favoriser au mieux votre reprise d'activité.
Donc là, c'est vraiment les missions principales de l'assistante sociale en entreprise. Donc, ce que j'expliquais, hein, donc c'est accéder en toute confidentialité au service. Donc vraiment, voilà, il n'y a aucun nom qui est transmis. Ça, faut vraiment que vous soyez très, très rassurés par rapport à ça. Et tout l'accompagnement qui est proposé, c'est toujours en accord avec le collaborateur ou avec l'agent. C'est-à-dire que je prendrai jamais d'initiative sans vous en parler ou sans qu'on soit d'accord sur ce que moi je vais faire. L'idée, c'est un peu comme un contrat moral. C'est-à-dire que vous m'expliquez votre situation, moi j'évalue un petit peu, on se met d'accord sur l'évaluation que je vais faire de votre situation. Voilà, vous m'avez expliqué ça, moi je comprends ça, parce qu'on est bien d'accord, c'est ce que vous voulez me dire. Et puis moi, je vais vous proposer des choses en vous disant, bah, peut-être que ça serait bien de faire ceci, ou de vous orienter vers tel ou tel service. Mais moi, de moi-même, je n'irai jamais le faire si vous n'êtes pas d'accord avec la démarche, qu'on soit bien d'accord là-dessus. S'il y a besoin, je peux aussi me rendre à domicile si c'est nécessaire et si c'est adapté. Hein. Je peux faire des visites à domicile, participer voilà, à des réunions, des instances partenariales. Et puis, même pour les managers aussi, parfois, je peux être un lieu d'écoute pour un manager, par exemple, qui va se retrouver avec un agent qui est dans une situation un petit peu difficile. Voilà, l'agent lui confie des choses, il ne sait pas trop quoi faire, comment recevoir l'information, quoi lui dire, comment lui expliquer les choses. Bah, le manager peut aussi très bien m'appeler en me disant, voilà, j'ai un agent qui m'explique ça, qu'est-ce que je fais, vers quoi je peux l'orienter. Et voilà, moi, je peux être aussi en soutien du manager dans les réponses qu'il va pouvoir apporter aux collaborateurs. Alors ça, c'est un peu les grands domaines sur lesquels j'interviens. C'est une liste non exhaustive, hein, c'est histoire de vous montrer un petit peu sur quoi je peux intervenir, toutes les thématiques, sachant qu'il y a beaucoup de thématiques qui vont s'entrecroiser. Hein. On ne va pas être sur une intervention où on va être que sur le logement, par exemple, ou que sur les finances. Hein. Moi, mon intervention, c'est vraiment d'être dans l'échange, dans la discussion et d'avoir vraiment un regard où je prends de la hauteur en fait sur la situation que vous vivez et on va faire des croisements un petit peu dans toute votre situation pour pouvoir vous accompagner parce que tout va forcément avoir un impact sur autre chose en fait. Je prends l'exemple, là par exemple, on est famille. Si vous venez me voir dans le cadre d'une séparation, par exemple, en me disant, bon bah voilà, je me sépare, qu'est-ce qui se passe? Forcément, ça va avoir une incidence sur votre logement potentiellement, mais en même temps, ça peut avoir une incidence sur votre travail parce que vous allez être absent, parce que ça va être un petit peu une situation compliquée pour vous. Mais en même temps, bah, ça peut avoir un impact sur votre budget. Donc moi, l'idée de l'intervention, c'est vraiment quelque chose qui soit vraiment, pas le mot, mais comment? Holistique. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, c'est vraiment un accompagnement dans la globalité. Voilà, quand vous venez me voir, on va pas se dire, bon, bah voilà, aujourd'hui, on va traiter que la famille, quoi. C'est vraiment quelque chose de très, très global. Et donc, les 5 grands champs d'intervention sur lesquels je vais pouvoir travailler, c'est tout ce qui est autour de la famille, donc mariage, naissance, tout ce qui va être mode de garde, la prise en charge des ascendants et des descendants, donc pouvoir accompagner un collaborateur, par exemple, qui présente, qui aurait un parent âgé, par exemple, où il est en situation d'aidance, de pouvoir un peu lui expliquer ce que c'est, l'aider à identifier aussi déjà qu'il est dans une situation d'aidance, de pouvoir l'accompagner sur tous les dispositifs à mettre en place, de pouvoir lui expliquer ce qu'est le congé proche aidant, faire des liens éventuellement avec l'accord de l'agent, avec Madame Beaumont, si c'est nécessaire pour qu'on puisse mettre en place les congés proche aidants. Il va y avoir tout ce qui est autour du travail. Alors, tout ce qui est autour du travail, il y a toute la partie un petit peu départ en retraite, santé au travail, reconnaissance du statut de travailleur handicapé, mais il va aussi y avoir toute la partie où moi, je peux très bien écouter un agent qui rencontrerait des difficultés professionnelles, soit avec ses pairs, soit avec son manager, peu importe, mais en tout cas, essayer de l'aider un peu à verbaliser ce qui se passe au travail, essayer de l'aider à trouver les clés, parfois aussi à prendre du recul sur la situation de travail qu'il vit, mais en tout cas d'être un lieu d'échange où il peut verbaliser parce que en fait, moi, il n'y a pas d'enjeu. C'est-à-dire que je ne suis pas manager, j'ai pas je suis pas son collègue. Donc, en fait, il peut verbaliser les choses sans aucune crainte, parce qu'il n'y aura pas de jugement de ma part. Et juste de pouvoir être, voilà, une oreille attentive et puis parfois aider les agents un peu à prendre du recul, tout simplement. Mais en tout cas, les accompagner par rapport à ça. Il y a toute la partie autour du logement. Alors, qu'on soit bien d'accord, je ne vais pas me tromper avec des logements. Hein. Voilà. Mais en tout cas, ça va être aider un agent à trouver un logement, à changer de logement si c'est nécessaire. Tout ce qui va être accompagner les agents sur les reconnaissances de priorité pour pouvoir accéder à un appartement. Tout ce qui est le lien avec Balae, pour ceux qui connaissent éventuellement, c'est la plateforme interministérielle pour le logement.
Autour de la santé, j'en ai parlé tout à l'heure, un peu tout ce qui va être maladie, handicap, dans la reconnaissance du statut de travailleur handicapé pour ceux qui connaîtraient des difficultés de santé, et tout ce qui va être autour de l'invalidité pour les agents qui seraient confrontés à cette situation-là. Et toute la question du budget. Alors, la question du budget, ça peut aller à la fois d'un besoin de secours éventuellement à, par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez un enfant qui rentre à l'université, est-ce qu'il a droit à des bourses? Bon, bah, moi, je peux essayer de voir avec vous s'il a la possibilité d'avoir des bourses. Puis, ça va être aussi toutes les situations d'endettement, de surendettement, essayer d'accompagner les agents qui ont ce genre de difficultés avec la mise en place d'un dossier de surendettement ou éventuellement des bons de secours, des choses comme ça. Je ne sais pas si déjà il y a des questions ou est-ce que c'est assez clair? C'est très clair et en général, les questions sont posées. D'accord, ok, ça me va. Donc là, c'était l'idée, voilà, c'était en gros pour vous donner un petit peu les sujets sur lesquels on peut me solliciter. C'est voilà, je sais pas, moi je reçois une grosse facture d'eau, j'ai pas les moyens de la payer. Est-ce que potentiellement il peut y avoir une aide financière qui vienne m'aider à payer ça? Ou voilà, je souhaite acquérir ma résidence principale. Est-ce que vous avez des informations sur les banques pour les fonctionnaires? Comment ça fonctionne, je sais pas moi, l'assurance de prêt immobilier. Mon logement est insalubre, qu'est-ce que je fais? Comment je fais en sorte qu'il soit reconnu insalubre? Quels sont mes droits une fois que mon logement est vraiment reconnu insalubre? Comment je peux déménager? Est-ce que j'ai l'ensemble de mes droits sociaux? Tout en sachant que tout ça s'applique à vous, mais aussi à vos conjoints et à vos enfants. Hein. C'est vraiment pour toute la famille. Hein. Voilà, je deviens parent, est-ce que j'ai droit à des congés? Comment ça se passe pour les modes de garde? Où est-ce que j'inscris mon enfant à la crèche? Comment ça fonctionne? Je prends en charge mes parents âgés, j'ai besoin d'être accompagnée. Moi, je peux vous accompagner tout ce qui va être l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées, les congés proches aidants. Je pars à la retraite, comment ça se passe? Est-ce que j'ai tous mes trimestres? Combien j'aurai à la retraite? À quel moment je m'en occupe? C'est vraiment toutes les questions qui peuvent se poser pour vous, où vous avez besoin d'avoir une réponse. Voilà, moi je peux vous aider à trouver les réponses. Soit j'ai la réponse et je vous la donne, soit je ne l'ai pas et j'irai la chercher. Mais voilà, il faut vraiment m'imaginer un peu comme un couteau suisse, un peu sur toutes les questions qu'il peut y avoir pour vous, à la fois dans votre vie personnelle et professionnelle. Vous dites, voilà, il se passe ça, qu'est-ce que je fais, comment je fais? Vous dire, tiens, il y a l'assistante sociale qui est là, je peux aller lui poser la question. Il ne faut pas m'identifier. Je sais que souvent, on a la tendance à croire que quand on va voir une assistante sociale, c'est vraiment c'est la fin du monde, voilà, c'est la catastrophe. Pas du tout. Vraiment, il faut me voir comme une personne qui peut répondre à vos questionnements et ça ne va pas forcément dire que tout va mal pour vous, que vous êtes dans une situation compliquée. Au contraire, voilà, un couteau suisse. En général, je me qualifie comme ça. Voilà. Je peux répondre à plein de sujets. J'ai des connaissances sur pas mal de thématiques. Quand je ne les ai pas, je sais où les trouver. Mais voilà, de venir me voir et en général, ça se passe bien. Voilà, donc ça c'est un petit rappel de mes coordonnées. Donc pour information, j'ai le même numéro de téléphone toute la semaine. Donc vous pouvez me joindre toute la semaine. Moi je suis là physiquement présente que 3 lundis par mois, mais je suis accessible par mail et par téléphone l'ensemble de la semaine. Donc c'est juste que le reste de la semaine, je suis dans d'autres entreprises. Parce que voilà, j'ai un portefeuille de plusieurs entreprises, mais vraiment il faut pas hésiter à prendre contact. Même voilà, même pour les managers, vous avez juste une question. Tiens, j'ai tel agent qui me parle de ça, est-ce que vous êtes le bon interlocuteur ou pas? Mais vraiment, ne pas hésiter à me contacter, à m'appeler, m'envoyer un mail juste pour faire un point des fois. Parce que peut-être que des fois, ça ne va pas forcément relever de mon service, mais moi, je vais pouvoir vous orienter vers le bon interlocuteur. Donc, voilà, j'espère que c'est assez clair. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'aimerais ça. En visio, je ne sais pas. Non. Je complète en disant qu'effectivement, on fait des points réguliers, mais des points anonymes. Il n'y a pas de nom donné, sauf si l'agent a autorisé Madame Mersdorf, est-ce que son nom soit mentionné, mais sinon, c'est des questions très anonymisées, générales, sur un point éventuellement de droit de fonction publique. Oui, c'est parce qu'on peut déclencher. L'idée, c'est de laisser personne en situation compliquée et d'apporter autant d'accompagnement qu'on peut le faire. C'est ça. Bon, moi, j'ai une question.
Vous expliquiez que vous pouviez recevoir des agents ou des agents qui seraient en difficulté relationnelle avec professionnelle ou Oui. non professionnelle. Donc, je voudrais comprendre la différence entre le contour de vos actions et celui d'un psychologue du travail. Alors moi, je suis pas psychologue du travail. J'entends bien. Il faut bien- Justement, c'est voilà. pour ça. Mais quand vous recevez des agentes et des agents qui sont en difficulté, qui viennent vous exprimer leurs difficultés, quelle est la différence entre vos actions à vous, ce que vous pourrez mettre en place suite à l'écoute que vous aurez apportée, et celle d'un psychologue du travail? Le psychologue du travail, il va vraiment être plus sur un accompagnement sur du long terme. Moi, l'idée sur la partie, en tout cas, relations professionnelles, c'est plus de pouvoir écouter dans un premier temps, essayer de comprendre un peu les tenants, les aboutissants de ce qui se passe. En fait, est-ce que c'est une situation de travail temporaire à un endroit, à un instant T, qui fait que c'est problématique, et puis essayer d'aider l'agent à réfléchir, à trouver une solution pour faire en sorte que ça se passe mieux. Si l'agent est d'accord, éventuellement, on parle avec Madame Beaumont en disant voilà, il se passe ça, est-ce qu'on peut aller voir ce qui se passe ou pas? Mais ça va être plus en termes d'organisation de travail, de lien en fait avec les managers ou les collègues. Après, quand c'est une situation où il y a quand même une souffrance liée au travail beaucoup plus profonde, avec quand même un besoin d'accompagnement sur du long terme, là pour le coup, je vais plutôt orienter sur la psychologue du travail. Moi, ça va être plutôt autour de tout ce qui va être risques psychosociaux. En termes d'organisation de travail, mais quand c'est essayer de comprendre les liens qu'il peut y avoir aussi entre les agents avec les managers. Et moi, mon intervention, elle va plutôt se situer à alerter Madame Beaumont si l'agent est d'accord, qu'on soit bien d'accord, hein, en disant voilà, il se passe ça, est-ce qu'on peut essayer de voir ce qui peut se passer. Mais après, quand vraiment c'est une souffrance au travail plus profonde, là, pour le coup, moi, j'oriente sur la psychologue, qui là aura plus sa place que vous. Moi, c'est plutôt sur la question organisationnelle et compréhension et aider l'agent à comprendre ce qui se passe. Mais après, parfois, puis souvent, le besoin de psychologie, il est souvent professionnel, mais il y a quand même parfois un besoin ou une difficulté plus personnelle. Les deux s'entrecroisent, donc en général, c'est quand même. Généralement, il y a besoin de psychologue. Dans les deux cas, ça passe par vous dans les deux cas. De passer pour aller voir le psychologue? Voilà. Si besoin de psychologue, c'est plus orienté professionnel, faut passer peut-être en amont avec vous pour en discuter. Et là, vous orientez plus sur. Pas obligatoirement. Un agent peut très bien contacter un psychologue du travail sans passer par moi. Je suis pas un passage obligatoire. Si l'agent n'a pas forcément nécessité de me voir moi, mais préfère voir le psychologue, vers le psychologue, il n'y a pas de. Et on n'a pas de psychologue attitré du travail? Ça passe par le médecin du travail. Par le médecin du Un travail. médecin de prévention qui après va remonter vers des spécialistes le cas échéant. Et ça, l'agent peut poser la question dans le cadre d'une visite organisée par l'administration, tous les ans, tous les 5 ans en fonction des métiers. Ou bien l'agent peut aussi prendre rendez-vous lui-même directement. Il y a des coordonnées de ces médecins qui sont sur Londres, qui sont également affichés aussi dans tous les centres, quand ils ont un cours au premier étage. Donc là, si vous prenez rendez-vous avec le médecin directement, nous, on n'est pas du tout au courant, on ne sait pas qui a pris rendez-vous et quelles suites ont été données au rendez-vous. Là aussi, c'est très anonyme, c'est très discret, c'est confidentiel. Donc, parce qu'un agent, juste pour clarifier, à l'agence peut prendre rendez-vous avec le médecin du travail de son propre initiative. Ah oui? Oui. Il y a des rendez-vous réguliers organisés en tant qu'employeur, tous les ans ou tous les 5 ans, mais après, les coordonnées, elles sont à disposition de tous. Un agent qui a besoin, qui souhaite voir le médecin, peut aller le voir. Et s'il y a besoin, moi, je peux faire le lien aussi avec la médecine du travail quand il y a une situation particulière, soit de santé, soit, par exemple, un agent qui viendra m'expliquer une situation de travail compliquée. Moi, je peux faire le lien aussi avec la médecine du travail en disant, voilà, il y a tel agent qui va arriver, il est passé me voir, il se passe ça, au moins que la médecine du travail soit déjà un petit peu alertée. Parce que la médecine du travail a aussi un devoir d'alerte vis-à-vis des services RH pour des situations de travail compliquées, hein, avec des risques physiques et psychologiques. Hein, donc, c'est vraiment tout un maillage, hein. C'est tout un écosystème pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. C'est un écosystème qui n'est pas forcément très connu, d'où l'université Impact pour essayer de le faire un petit peu pour le connaître. C'est ça. S'il y a des questions, je me dis que sinon c'est très clair. On parlait des interventions qui se faisaient majoritairement sur Maison Alfort. Pour les gens qui sont en région, c'est plutôt du téléphone ou de la visio, sauf s'ils sont de passage à Maison Alfort.
Mais il peut aussi y avoir, le cas échéant, des journées organisées oui. Là, il faut qu'il y ait quand même une demande aussi un petit peu du site, qu'il y ait quelques Oui, rendez-vous un peu d'organisés, puis après, ça peut se faire. Oui, tout à fait envisageable. Vous aviez éventuellement parlé de, oui, vous déplacer. Est-ce qu'il y a une programmation qui est... Là, c'est pas prévu là tout de suite, mais si c'est nécessaire, on peut tout. Enfin, ça peut s'organiser après. à la demande du centre? Oui, ah oui, oui. Mais Oui, c'est ce qu'on on en avait parlé. Ah oui, ce qu'on avait indiqué dans les instances du dialogue social, c'est que c'est effectivement un service qui peut se déplacer, mais ça serait dommage qu'il se déplace pour voir une seule personne. Oui, oui, on est d'accord. Euh, Sauf si, effectivement, le cas le mérite dans certaines circonstances. Mais, Oui, oui, non, mais. par contre, si il y a un besoin un peu plus général et que là, un service se dit, bon, bah, on va organiser quelque chose, il y aura un temps d'échange et puis éventuellement après des échanges individuels, ça nous paraît intéressant. C'est un peu la condition, c'est que quelque part, dans un site, alors en dehors de Maison Alfort, les sites, c'est de 10 à 20 personnes, donc Oui, beaucoup. Hein. C'est ça. Mais il faudrait qu'il y ait quand même un certain nombre de personnes qui soient là pour en bénéficier. C'est ça. Parce qu'autrement, autant que la personne, elle vienne Oui. ici. Ou en vidéo. Ou en vidéo, En mais. vidéo. Je veux dire, c'est tant qu'à faire un déplacement, Oui, il faut il que faut que le déplacement ce soit d'une personne qui se déplace vers plusieurs. Quoi. C'est ça. Mais en tout cas, c'est tout à fait envisageable. Ça, c'est tout à fait possible. Si ça répond à un besoin, il n'y a pas de problème. Ça s'est fait à une époque, ça se fait moins, mais la visio est arrivée entre-temps, donc ça rééquilibre un petit peu les choses. Maintenant, effectivement, s'il y a un besoin de plusieurs agents, Oui. pas forcément quelque chose d'organisé par le chef de centre qui dit moi je voudrais que tel jour il y ait quelqu'un, mais ça peut être un agent, deux agents, trois agents qui commencent à faire des demandes séparées. Là, pour le coup, ça peut être l'occasion d'organiser quelque chose. Un déplacement, oui. Il y a aussi des référents. Hein, Oui, Si, sur sur ce social. peuvent être le vecteur d'une demande en disant moi, je sais que c'est sur le site et en accord avec le chef de centre ou les chefs des différents départements qui sont installés, on peut trouver un créneau, il y aura plusieurs personnes. Ça me fait penser à une petite question. Comme on disait avant, tout le monde va avoir à un moment donné un souci d'ordre professionnel et personnel. N'empêche que cette personne pourrait se sentir pas toujours son confortable, surtout s'il y a un niveau de stress à travailler avec quelqu'un. Est-ce que vous trouvez dans votre expérience que c'est plus en personne ou c'est plus par visio que quelqu'un est plus à l'aise pour... En général, la vie, ça la- change rien. alors, le téléphone, je trouve que ça crée quand même, mine de rien, une distance, quoi qu'on en dise. Quand c'est sur des sujets un peu plus des demandes d'informations d'ordre général, ça va. Ouais. Quand il y a quand même une situation, que ce soit personnelle ou professionnelle, peu importe, un peu plus sensible, où il y a quand même un. Je trouve que le téléphone peut avoir ses limites, mais c'est vrai que la visio est un très bon compromis. Parce qu'en même temps, je pense, enfin, d'expérience, je trouve que quand les gens me visualisent, alors non pas que je suis au mission de non, mais c'est pas ça, mais le fait de voir mon visage instruit, et puis même moi, quand je vois un agent, en fait, son langage corporel, de voir s'il est fermé, s'il est un peu ouvert, etc., bah, il y a quand même des choses qui se passent là. Donc, quand le rendez-vous physique n'est pas faisable, la visio est un bon compromis, je trouve. Enfin, puis c'est rassurant pour quelqu'un de voir un visage. Puis en même temps, les gens, ils se confient sur des choses qui sont quand même pas évidentes, soit de leur vie personnelle ou de leurs sentiments. Ou, enfin, en général, on m'appelle pas pour me dire que tout va bien. Je trouve que même pour eux, c'est rassurant de voir à qui on parle, en fait, de réussir à identifier qui a eu accès à des informations personnelles, je trouve. Donc, je trouve que la visio est un bon compromis. Voilà. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a pas de questions. Mieux. Alors, j'ai une question sur cette partie. Bon, bah. Qu'est-ce qu'on a suite? Moi, un peu dans la continuité, je voulais profiter un petit peu de cette université interne pour faire un petit point sur le projet précédent qui a été un petit peu abordé tout à l'heure parce qu'on commence à avoir quelques demandes d'information d'agents. On va expliquer un petit peu ce qu'est le projet précédent et puis le démythifier
montrer que c'est quelque chose qui existe, qui n'est pas forcément miraculeux, mais c'est mis en place depuis quelques années. Auparavant, on avait une époque des congés particuliers pour les agents qui s'occupaient d'enfants, qui rentraient des difficultés, pour les gens qui s'occupaient de parents, et maintenant on a regroupé tout ça sous une seule appellation. Il s'appelle le congé proche aidant. Voilà. Le congé proche aidant, c'est un système qui permet effectivement à des agents qui ont besoin d'accompagner certains proches, on verra un petit peu après quel type de proche, de demander à bénéficier d'un congé particulier, un congé qui qui leur permettra de travailler soit plus du tout, soit à temps partiel sur une période qui est très cadrée. Et c'est un congé qui, quand il est demandé, ne peut pas être refusé par l'administration, même si le service est dans une difficulté particulière. Si vous avez une demande qui est faite dans les formes et dans les temps, là, pour le coup, ça devient un droit. Ça, je liste rapidement, mais je ne vais pas détailler, mais en fait, de toute façon, ça sera mis à disposition après sur l'onde. Dans quel cas est-ce que vous pouvez faire appel à un congé de proche aidant? C'est relativement large, puisqu'on va jusqu'aux collatéraux, au 4e degré de l'agent ou de son conjoint. Donc, ça peut aller relativement loin. L'idée, c'est que vous avez quelqu'un avec qui vous êtes en lien, descendant, ascendant ou collatéral, mais éventuellement quelqu'un de proche qui n'est pas en lien. Ça peut être par exemple un voisin dont vous vous occupez depuis des années et des années et des années. Ça peut être un oncle, une ascendant, une descendant. Et on peut avoir besoin de vous occuper effectivement de ces personnes. Le congé, merci, c'est un congé qui est limité. Il peut être demandé pour 3 mois renouvelables, dans la limite de 1 an sur la carrière. Donc, c'est pas forcément beaucoup, mais ça peut permettre aussi d'avoir un petit peu de temps pour s'occuper d'un proche. C'est soit un congé que vous prenez en continu, soit vous le prenez de manière fractionnée, par période au moins d'une demi-journée, sous la forme d'un temps partiel. C'est un congé, pour pouvoir bénéficier, il suffit de faire la demande au service des ressources humaines. Si vous êtes contractuel, c'est nous qui traiterons la demande. Si vous êtes fonctionnaire, nous transmettrons la demande à Bercy pour qu'un arrêté soit pris. Mais c'est le même cheminement, les mêmes durées de prévenance, les mêmes durées sur la carrière. Là, ça ne change pas. Et quand vous demandez le congé, vous devez donner aussi, pour que le service puisse s'organiser, vous devez donner aussi un calendrier prévisionnel de la manière dont vous allez utiliser ce congé. Parce que si on ne peut pas le refuser, il faut quand même que la vie du service continue, donc on puisse un petit peu s'organiser. Évidemment, c'est une demande administrative, donc il y a un certain nombre de pièces à fournir. Il faut qu'on sache un peu qui vous allez aider, surtout si ce n'est pas un descendant, un ascendant, si c'est quelqu'un d'un petit peu loin en termes de famille, ou si c'est le voisin dont on parlait tout à l'heure. Et il faut faire une déclaration également sur l'honneur, en disant que vous n'avez pas déjà bénéficié de ce congé, puisqu'il est limité à 1 an sur toute la carrière. Et que maintenant, les carrières sont longues, et si on change d'administration, il faut se souvenir qu'on a déjà eu le congé dans une précédente administration, et qu'on ne pourra pas l'avoir dans une nouvelle administration. C'est vraiment sur la carrière, quel que soit le service dans lequel on travaille. Dans la demande, il faut aussi donner des pièces justificatives sur la situation financière de la personne aidée, notamment si la personne bénéficie d'une allocation personnelle d'autonomie, la fameuse APA dont on parlait tout à l'heure. Ce congé, effectivement, donc il faut joindre aussi différentes pièces justificatives là aussi, parce que ce congé, c'est un congé qui n'est pas le calendrier, oui, c'est calendrier de la demande, c'est ce qu'on disait, une demande aussi possible longtemps à l'avance, au moins un mois, pour qu'on puisse un petit peu s'organiser. Et si vous changez le planning que vous avez indiqué, vous devez là aussi avertir, donc pareil 48 heures à l'avance, on faut évidemment d'extrême urgence, mais l'idée c'est qu'encore une fois, le service qui ne vous refuse pas ce congé puisse organiser son travail au quotidien. Ce congé que vous avez demandé, vous pouvez y mettre fin de manière anticipée. Effectivement, la première cause, c'est le décès de la personne aidée, ou c'est l'entrée de la personne dans un établissement spécialisé, ou une diminution importante de vos ressources, parce que, comme on le verra après, le congé, il n'est pas rémunéré. C'est l'administration qui donne du temps, mais qui ne donne pas l'argent. Mais par contre, vous pouvez, c'est congé qui n'est pas rémunéré, mais vous pouvez demander, pour ceux qui entrent dans ce dispositif, contacter la caisse d'allocation familiale pour bénéficier d'une allocation journalière de proche aidant, AJPA,
qui est d'un montant très limité, hein, puisque c'est 65,80 € par jour, limité à 22 jours simplement par mois. Donc, à la fin du mois, ça fait pas grand-chose, mais ça peut permettre d'avoir un petit peu de temps et quand même une petite rémunération pour pouvoir s'occuper de quelqu'un dont on est proche et qui est dans une difficulté très longue. Et donc, effectivement, voilà, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, hein, c'est un nombre de journées d'indemnité qui est très limité sur la carrière. C'est pour ça que pour ceux qui ont déjà bénéficié de ce type de situation, il faut qu'on le sache aussi pour que ça rentre dans le cadre. Si je peux me permettre de rebondir sur la question de la rémunération, quand par exemple vous prenez en charge votre parent âgé, parce que c'est souvent le cas, et que le parent âgé fait une demande d'allocation personnalisée d'autonomie, vous pouvez demander à être salarié de votre parent. Si vous êtes salarié, pas dans la fonction. A priori, pas. Ah bon? Non, a priori, non. Parce que les règles là qui sont expliquées sont exactement les mêmes. Si vous il y a le contrat actuel du fonctionnaire, mais c'est exactement la même chose dans le secteur privé. Les rémunérations sont exactement les mêmes. Moi, de ce que j'ai vu, la seule différence, c'est qu'on ne peut pas être salarié de la personne qu'on est quand on est agent public. Ah, donc ça, c'est spécifique. Ce serait la seule Mais à différence. coup pas. C'est la seule différence. Mais à coup pas. Mais on débute sur le sujet parce qu'on a. On a des agents qui, effectivement, avancent en âge, qui ont tous des parents qui avancent en âge, mais on n'a pas encore de vraies demandes, donc on débute un petit peu sur le sujet. Bon, autant pour moi. Mais on préfère expliquer un petit peu la situation parce que je pense qu'on aura des demandes dans les temps qui viennent. Surtout que c'est effectivement très large, comme on disait tout à l'heure. Ce n'est pas forcément que le parent, ça peut être aussi des enfants, ça peut être aussi les collatéraux, et ça, c'est relativement nouveau. Par contre, les collatéraux, je crois, au 4e degré, là, ça peut aller loin quand même. Mais si jamais vous prenez en charge soit un parent, un collatéral, peu importe, où vous vous dites est-ce que je suis aidant ou pas, en fait, n'hésitez pas à venir me voir, en fait, et en échangeant. Moi, je vais pouvoir vous aider à réfléchir à la situation que vous vivez, et là, vous allez pouvoir vous identifier, en fait, si vous êtes aidant ou pas. Parce qu'en fait, on a toujours tendance à se dire, j'aide mon parent, il est un peu âgé, je vais lui faire des courses. Le samedi, je vais à Auchan avec mon caddie, je vais faire des courses, etc. À quel moment on est sur juste on aide nos parents parce que c'est nos parents, et à quel moment on bascule en fait dans de l'aidance. Et là, moi, pour le coup, je peux venir vous aider en fait en discutant à essayer de comprendre où situe la limite et à quel moment vous en êtes devenu un aidant familial en fait. C'est un concept entre guillemets qui est relativement nouveau. Oui, oui. Et donc on ne fait pas encore forcément spontanément la frontière. Donc effectivement, aller voir l'Alliance d'Or pour avoir une première approche sur le sujet. Oui, est-ce que je suis vraiment dans le dispositif ou est-ce qu'au contraire je suis à côté du dispositif qui j'aide? Voilà, ça peut complémenter. Et comme pour les parents qui aident leurs enfants, on se dit on va aider son enfant entre guillemets, c'est naturel, j'aime pas le terme, mais enfin vous voyez l'idée. Mais sauf qu'à un moment donné, on peut devenir aussi l'aidant de son enfant en fait, même si c'est notre enfant, on peut avoir quand même la casquette d'aidant et de réussir à trouver la juste mesure entre c'est normal entre guillemets d'aider son enfant au moment où ça devient plus que normal et que ça a des conséquences sur la vie personnelle et professionnelle. Non. Là, c'est les textes. Voilà les textes. Je ne refais pas dans l'administration, il y a toujours des textes, mais je connais. Moi, j'ai une question. Dans Eurecia, ça se formalisera comment? Il y a une petite fiche, on mettra le PowerPoint, il y a une petite fiche qui a été faite et qui sera mise à jour sur le groupe. Mais tu parles de la journée de proche aidant, ça sera une absence comme télétravail, congé, etc. Ça devient un congé sans rémunération. Donc pour l'instant, on l'a pas encore mis pour l'instant dans le RSA, mais ça apparaîtra aussi. C'est des choses que ça n'apparaîtra que quand on aura une demande pour l'instant. Oui, parce que ça va bloquer la paye. Oui. Ah oui, pour la paye. Voilà. C'est très clair. Ça fait combien de temps que cette possibilité existe? Et jusqu'ici, il n'y a personne qui a demandé. Alors, on en a un dossier qui est un peu qui est en étude, mais le dispositif a existé sous différentes appellations à différents périmètres. Mais là, pour le coup, c'est devenu plus simple parce que c'est un congé unique, que ce soit. Avant, il y avait un congé pour les enfants, un congé pour les parents. Enfin, voilà. Là, il y a un congé pour les proches aidants, quelle que soit la personne qu'on est. La définition est relativement large. Donc, ça facilite un petit peu la démarche pour ceux qui, encore une fois, rentrent dans le dispositif.
effectivement, c'est pas juste je vais faire des courses le soir, là, ça fonctionne pas. Être aidant, c'est vraiment quand il y a une régularité dans la prise en charge de la personne aidée et que ça commence vraiment, en fait, où vous adaptez votre organisation personnelle pour aider l'autre, en fait. C'est là où, justement, on commence à être dans de l'aidance quand c'est quelque chose de régulier, d'instituer un petit peu au quotidien et que vous, ça vous oblige à adapter, en fait, votre vie quotidienne à vous pour pouvoir être présent pour l'autre. Là, ça commence à être de l'aidance. Et du coup, c'est un impact sur le service, donc le type de congé, cette procédure, etc., pour que tout soit clair. Oui, et là, et les temps de congé ne rentrent pas, on va dire. Ça, c'est autre plus simple que. Ça, c'est autre chose. En général, le don de congé, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le dispositif, quand un agent, en général, s'en va et n'a pas pu prendre tous ses congés, il peut faire don des jours de congé qu'il n'a pas pris. Ces jours sont stockés au SRH et peuvent être débloqués dans certains cas pour aider soit un parent, soit un enfant. Mais on n'a jamais eu à débloquer ce système-là. J'espère qu'on n'aura pas à le débloquer parce que quand on débloque, c'est qu'on accompagne quelqu'un vers le stade ultime. Hein. C'est pas juste pour accompagner un enfant ou un parent à un rendez-vous médical. C'est beaucoup plus grave. C'est grosso modo, on a épuisé tous ses droits à congé et on a besoin encore d'un petit peu de temps pour accompagner quelqu'un. Plutôt sur la fin de vie. C'est plutôt pour les situations d'extrême urgence, c'est très grave. Où il y a un enjeu vital et qu'on a épuisé tout le reste. C'est surtout par rapport à la perte de salaire. Pour un agent qui demande ce fait, si je pars pendant les. Pour la carrière. Exactement. Et pendant ces 66 jours, le calcul des congés, de retraite et tout ça, c'est suspendu ou c'est comment? Alors, pour calculer la retraite, je n'ai pas la réponse, il faudrait que j'aille la chercher parce que Je crois que non, je crois que ça reste. Pour les agents publics. C'est pas. Si tu n'es pas rémunéré. Oui. on a vu qu'il n'y a pas de traitement, je suis pas sûre qu'il y ait un Il calcul. n'est pas forcément interrompu, donc après, là, là, c'est à causer. C'est à causer. S'il n'y a pas de traitement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotisation. A priori. Oui, mais c'est sur des quantités qui ne sont pas. Oui, c'est sur des tout petits temps. Oui, ça a vérifié. Là, il faudrait voir si vous bloquez tout. Effectivement, ça peut aller jusqu'à invalider un trimestre. Oui, c'est ça. A priori, avec les chiffres, là, on est plutôt dans des choses qui vont s'installer dans la durée, contrairement à ce qui était évoqué. Allez, voilà. Bon, en tout cas, c'est C'est une bonne question là. C'est très compliqué de savoir justement dans quelle situation on est, quel est le meilleur dispositif à mettre En œuvre, oui. en œuvre. Ça va faire trop plus long. typiquement ce qu'on fait quand on a une question qui est posée. Soit on a la réponse directe et on répond, soit on ne sait pas et on va creuser pour après donner une réponse qui est plus vérifiée. Donc c'est bon comme ça le problème. Si à distance il y a des questions. Pour l'instant, non. Mais c'est que c'est très clair. Non, c'est que ça amène trop de questions. De trucs. Oui. De toute façon, s'il y a d'autres questions pendant les permanences ou Oui, etc., oui, je bah, peux oui. répondre aussi. Il n'y a pas de. Je ne pense pas l'avoir vu dans les slides, mais est-ce qu'il y a un délai pour le demander? Il y a un délai de prévenance, un délai de prévenance, c'est un peu plus simple. Je crois qu'il est de 1 mois. Toujours pareil, parce qu'il faut que le service s'organise, la personne s'en va, donc Un mois. on ne peut pas dire non, il faut qu'on arrive. Il y a un délai de prévenance d'un mois avant le début du congé. Et après, Voilà. Et après, ça peut être modulé. Parce que vous donnez un calendrier, mais le calendrier, il peut être modulé parce qu'il qu'il y a une situation qui pas changé. un imprévu dernière minute. Mais là aussi, l'idée, c'est de prévenir dès que c'est ainsi, pour que tout le monde puisse s'organiser, que ça se passe bien pour toutes les parties. Moi, je vous mets à titre d'illustration, juste également faire un lien avec ces notions qui deviennent un peu plus diffuses parce qu'on essaye d'englober des situations particulières qui sont quand même
pas toutes exactement les mêmes. Et donc, on a vu dans les autorisations d'absence aussi qu'il y avait cette idée de personnes prises en charge qui était plus englobante qu'auparavant. Auparavant, effectivement, c'était les enfants, etc. Et maintenant, y compris du point de vue des impôts, vous pouvez avoir des personnes que vous prenez en charge qui sont, entre guillemets, dans des situations un peu plus éloignées d'auparavant. C'est pour ça que ce qui a été dit, c'est qu'il ne faut pas hésiter à venir, à poser des questions. C'est pas du tout un signe de mauvaise situation, c'est déjà un signe de se dire j'ai une situation qui me pose des questions et donc j'ai envie d'avoir des éléments de réponse. C'est vrai que malheureusement, dans certaines situations, le temps joue des fois contre nous aussi. Donc il ne faut pas hésiter à essayer de comprendre la situation et éventuellement prévenir des choses. Tout à fait. Vous avez une question, vous venez en fait, et puis c'est vraiment l'idée qu'il faut retenir. Je me pose une question, et ben je viens. Voilà. Une heure à peu près. On tient. S'il y a des questions après, Oui, bah, de toute façon, il y a mon contact. De toute façon, l'information de la présentation, il y a un petit dépliant qui a été fait, qui sera mis en ligne là aussi sur l'onde assez rapidement, et qui sera envoyé chez les correspondants d'action sociale en région pour que tout le monde ait droit à l'information. Un petit pense-bête comme ça. Vraiment, il n'y aura plus d'excuses pour ne pas connaître la question du service social entre l'université interne, le PowerPoint, le flyer qui va être distribué. Enfin, voilà. En termes de communication, on aura tout fait. Bon. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Ça va, c'est assez clair. C'est positif. Parce que bon, j'ai l'habitude alors de raconter un truc, j'avais l'impression que c'est pas très. Oui, je pense que c'est peut-être.